Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Et vous allez entendre son partage en 4 segments durant toute l'émission. Alors, je vous présente notre invité. Aujourd'hui, nous avons Madeleine. Alors, Madeleine, j'ai pas eu le bonheur ou l'occasion de la rencontrer avant aujourd'hui même, donc c'est la première fois qu'on se voit. Donc je la reçois bien sûr avec une grande joie comme toujours parce que pour moi c'est toujours passionnant. Je voudrais passionnant. J'adore recevoir des invités, puis j'adore entendre des nouveaux partages, même que ce soit que je l'ai déjà entendu ou pas. C'est pas ça qui est important parce que pour moi, la vie d'un alcoolique puis comment il se rétablit, c'est toujours un miracle. Puis j'ai toujours beaucoup d'intérêt et le cœur ouvert à entendre tout ça. Pour moi, c'est du cœur à cœur. Alors, sans plus tarder, on va écouter qu'est-ce que Madeleine a à nous dire donc dans son message d'espoir. Puis, bienvenue à toi, Madeleine, et je te laisse la parole. Bonjour, mes amis. Alors, je m'appelle Madeleine et je suis une alcoolique. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour partager un peu de ma vie. C'est pour transmettre ce message, pas mon message, ce message, en partageant ma vie. C'est par gratitude beaucoup que je le fais. Moi, je suis arrivée tard à Alcooliques Anonymes. Pas que je ne connaissais pas le mouvement, mais je suis arrivée tard. Ils disent dans Alcooliques Anonymes qu'on n'est jamais en retard. Mais moi, je suis arrivée sur le tard. Parce que je n'étais pas une alcoolique, moi. Je voulais pas être une alcoolique. Moi, je vais vous parler un petit peu de ma tendre enfance. Ma tendre enfance, toute petite, je suis une petite fille très, très heureuse. Parce que je ne suis pas chez mes parents. Je vis avec mon parrain et ma marraine parce que ma mère a eu la dernière petite fille chez moi, puis elle a été très malade. Ce que je ne sais pas de sa maladie parce que dans ce temps-là, tout était caché. Alors moi, j'ai vécu chez ma marraine de l'âge de 2 ans à 6 ans. Une enfance merveilleuse, une femme aimante. Mon parrain m'adorait, j'étais sa petite princesse. Et puis mon parrain avait 5 neveux qui étaient des grands garçons dans le temps, de 16 ans, 22, 23 ans. Ces garçons-là avaient été élevés dans un orphelinat parce que la maman était décédée très jeune. Et puis je vous parle de ces hommes-là, c'est important pour vous. Vous allez voir plus tard comment ces hommes-là ont été importants pour moi. Puis, c'est ça, 5 garçons, et puis ils sont souvent à la maison, ils viennent souvent à la maison. Alors, moi, je suis leur princesse, c'est certain, je suis la seule petite fille qui est là, avec mon parrain. Alors, je suis entourée de 6 hommes continuellement. Des hommes respectueux qui m'aiment, qui aiment moi-même, qui aiment pas pour autre chose. Et puis, il y en a un dans ça qui est dans l'armée. Et il est parachutiste. Il me raconte comment ça se fait d'être parachutiste dans l'armée. Et moi, je suis toute petite et ça me fascine. Je veux aller dans les airs, moi aussi. Je veux aller en avion. Je veux sauter en parachute. Et je l'appelle mon cousin parce que ça a été comme ça que je les ai appelés toute ma vie. Ce sont mes cousins. Alors, moi, j'ai dit à Lionel, j'aimerais ça, moi aussi, sauter en parachute. Et là, je vous parle de ça dans les années 48, là. Hein. Alors,
Il dit, il n'y en a pas de femmes parachutistes, beaucoup. Seulement que tu pourrais faire une hôtesse de l'air. Ah, que là, je suis heureuse. J'ai dit, je vais faire une hôtesse de l'air. Et j'ai toujours voulu faire une hôtesse de l'air. Et je l'aurais sûrement faite si j'aurais resté chez mon père et ma marraine. Alors, j'ai fait une hôtesse de terre. J'ai été 48 ans serveuse. J'ai aimé mon métier, mais c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas mes rêves d'enfant. Et à l'âge de 6 ans, mes parents ont décidé de venir me chercher. Et c'est là que l'enfer a commencé. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que j'étais entourée d'hommes quand j'étais toute petite. Alors moi, quand mes parents sont venus me chercher, naturellement que je ne suis pas heureuse, je veux pas m'en aller avec eux autres. Je les connais presque pas. Et puis, ma marraine a dit à ma mère, qui sont les 2 sœurs, a dit, si tu tombes malade, viens pas nous la ramener, parce qu'on la prendra pas. Alors moi, je me suis sentie abandonnée à ce moment-là par ma marraine. Je croyais pas que ma marraine pouvait dire une chose semblable. Elle m'aimait tellement. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je comprends bien que c'était pour surtout se venger de sa sœur parce que elle voulait que je reste là. Puis mon père voulait aussi que je reste chez mon père et ma marraine parce qu'il disait à ma mère, pourquoi tu la laisses pas ici? On pourra jamais lui donner ce que les autres peuvent lui donner. Et puis, on m'a emmené quand même. Et naturellement, moi, de Saint-Hyacinthe à l'Auburn Park, moi, j'ai pleuré tout le temps. Et ma mère me disait, t'es mieux de la fermer, là, parce que tu vas en manger une maudite, mais qu'on arrive. Moi, je suis pas habituée à me faire parler comme ça. Ma marraine m'a jamais parlé comme ça. Ma marraine était douce. C'était toujours beau, qu'est-ce qu'elle disait. Elle avait de la patience. Elle m'avait montré à chanter, m'avait montré à lire, à écrire. Elle m'aimait. C'est facile, la patience quand on aime. Et puis, c'est ça, j'ai pleuré tout le long en m'en allant avec mes parents et naturellement que la volée que ma mère m'avait promis, je l'ai eue. Alors, c'était la première volée que j'ai eue à l'âge de 6 ans. Et puis, ça a duré 6 ans, ça. Et plus tard, il est arrivé quelque chose d'assez terrible. C'est terrible, oui. La veille de Noël, le 24 décembre 1950 à 10 heures, mon père, moi, il est arrivé dans ma chambre et il m'a agressé sexuellement, j'avais 6 ans. Et puis moi, c'est à ce moment-là, moi, c'est le Père Noël que j'attends. J'attends pas mon père, j'attends le Père Noël comme tous les enfants du monde. Et c'est mon père qui est venu m'agresser sexuellement et ça aussi a duré 10 ans. Ça a duré 6 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et quand c'est arrivé pour la première fois, j'en ai parlé à ma mère. Parce que moi, là, je comprenais pas que mon père pouvait faire des choses comme ça. Parce que j'étais entourée d'hommes et on m'a jamais touchée, on m'a jamais agressée sexuellement. Alors, je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Puis quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit de pas en parler à personne parce que je pourrais plus aller à l'école, je pourrais plus être habillée, je pourrais plus rien avoir. Dis pas ça à personne. Là, j'ai vu que ma mère était presque une complice avec mon père. Je crois qu'elle le savait, puis elle faisait rien. Elle prenait sa pilule pour dormir, puis mon père, mais lui, venait 2-3 fois par semaine dans ma chambre, avec $2 dans ses mains flambant nus. Et ça a duré très longtemps. Et mon père, c'était un homme alcoolique. Moi, je vous parle de ces personnes-là aujourd'hui, mais j'ai pardonné à ces personnes-là. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais j'ai pardonné parce que moi, il fallait que je le fasse pour moi. Parce que je pouvais pas avancer si je ne leur pardonnais pas. Et j'ai compris, à un moment donné, que ces 2 personnes-là, c'était 2 êtres très, très malades. Et plus tard, comme ça continuait et que ma mère ne me croyait pas, je vivais très mal ces agressions-là. Et j'allais à l'école, c'est la seule place où j'étais heureuse, c'était à l'école. Mais souvent, que j'étais agressée à 4-5 heures du matin, tu t'en vas à l'école à 8 heures, t'es pas tellement en forme pour aller à l'école. Et tu pleures. Et le monde ne savent pas pourquoi tu pleures, puis t'as pas le droit de le dire. C'est tout caché, tout caché. Et puis,
Il m'est arrivé, ma mère, moi, elle m'enlevait tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais, elle me l'enlevait. Quand je suis arrivée là, moi, j'avais des beaux grands cheveux avec une belle grande tresse. Et puis, elle trouvait que je faisais ma fraîche avec mes cheveux. Elle m'a fait une tresse, puis elle l'a coupée en haut de ma tête. Alors, ça a fait une coupe punk qui est à mode aujourd'hui, mais qui l'était pas dans le temps. Et puis, fait que, elle disait que j'étais trop fraîche avec mes cheveux. Je faisais jamais rien de bien. C'était tout le contraire de chez ma marraine. Je ne comprenais pas que j'étais plus une bonne petite fille comme je l'étais avant. Et puis, il y avait un chien, là. Et le chien, moi, je me suis fait amie avec ce chien-là parce que dans cette famille-là, on dirait qu'il y avait juste le chien qui m'écoutait. Et quand ma mère s'est aperçue que je comptais ma peine, ma vie, à ce chien-là, ben, elle l'a fait tuer. Quand mon père est rentré de travailler, elle a dit que... Oui, tu peux continuer ta phrase, Madeleine. On va aller à la pause par la suite. Elle a fait tuer ton chien? Oui. Elle a dit à mon père que le chien avait attrapé la rage et puis mon père l'a tiré avec une 300 poudre en cours en arrière. Et ils l'ont pendu après un poignet. C'est tellement des blessures, hein, profondes, tabarnouche. En tout cas, Madeleine, merci. Tu sais, je suis capable de le vivre avec toi, là, puis c'est ça, hein, les grosses blessures d'enfance. On a passé de l'amour pur à des tes parents, là, mais on va dire des personnes qui ont pas du tout conscience de l'amour. C'était pas du tout la même. C'est comme changer du tout au tout, là, vraiment. Hein. Je suis touchée. Je suis très triste aussi en même temps que ça arrive des choses comme ça, mais on le sait. On en a vécu plus que le contraire. Souvent, nous, les alcooliques, dans nos vies. Alors, ben merci. Puis on va aller à la pause. Puis surtout, restez avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, rebonjour mes chers auditeurs. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois avec Madeleine, notre invitée aujourd'hui. Et puis, oui, on s'est laissé avec quand même des choses un peu dramatiques, mais aussi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous les alcooliques parce qu'on est avec Alcooliques Anonymes. Et puis, je vous fais une lecture d'un livre aussi qui appartient à notre fraternité. Ça s'appelle « La sobriété émotive, la prochaine frontière ». Et puis, je vous lis la page 27, la minute de vérité. « Mais voici venue la minute de vérité. Pouvons-nous demeurer abstinents, garder notre équilibre émotif et, en toutes circonstances, mener une vie qui sert à quelque chose? » Les 12 étapes et 12 traditions, page 101. En tant qu'alcoolique actif, lorsqu'un problème se présente, notre réaction est de boire. Puis, nous nous laissons aller à l'apitoiement, au ressentiment, à la peur, ce qui ne résout pas le problème. En tant que membre des AA abstinents, nous pouvons choisir une voie différente, comme l'ont fait les auteurs de ces histoires. Au lieu d'abandonner ou de céder au désespoir, ces AA ont été capables de faire face aux défis de la vie tout en restant abstinents et que de garder l'équilibre émotif et mener ma vie qui sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que quand on est dans notre programme de Alcooliques Anonymes et dans nos étapes et tout ça, mais on apprend à être utile, à servir à quelque chose, puis avoir une vie de plus en plus équilibrée. C'est quand même, on n'est pas parfait, ça on le sait aussi. Alors voilà pour notre lecture et je reviens à Madeleine. Madeleine quand même, ben là c'était ça, on était rendu à la perte de son chien. C'est ça, le perdre son animal.
je peux dire que je comprends tellement ça pour en avoir perdu plusieurs aussi dans mon enfance, ma propre enfance. Là, mon père aussi a fait souvent ça, moi, m'enlever mes animaux de compagnie que j'adorais. Fait que je comprends tellement la blessure et la douleur parce qu'on s'attache tellement à nos animaux. C'est comme vraiment important quand on est enfant, mais même adulte encore. Là. Puis enfant, par contre, je peux comprendre que c'est un deuil très difficile à vivre, puis on comprend pas à cet âge-là comment vivre ça, un deuil. Fait que je vais te laisser la parole, Madeleine, pour continuer à parler de ça. En tout cas, tu étais vraiment rendue à cette étape-là de ton enfance, là. Puis je te laisse la parole. Bon, alors oui, on était rendu à mon chien que j'ai perdu, mais il n'y a pas juste ça qu'elle m'a enlevé. Chez nous, on était 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, je m'adonnais mieux avec mon frère qu'avec mes sœurs. Alors, quand elle a vu que j'aimais beaucoup mon frère et qu'on s'entendait bien, elle a mis mon frère pensionnaire. Alors, j'ai perdu mon frère aussi. Mon frère a été pensionnaire continuellement. Pendant les 6 ans que j'ai été avec eux autres, j'ai perdu mon frère. Je le voyais seulement que les fêtes. Et puis là, ce n'était plus pareil quand il revenait parce que moi, à force d'être agressée, j'avais peur des hommes. Alors mon frère, qui était rendu presque un homme, j'ai commencé à en avoir peur et me sauver de lui aussi. Je me sauvais de tous les hommes, le laitier, le boulanger, je me cachais partout. Et c'est ça, ça a continué comme ça assez longtemps. Et j'ai... comme malheur, à l'âge de 9 ans, je suis la petite fille que je suis est devenue une grande fille. Il disait ça dans ce temps-là, elle est rendue grande fille. À 9 ans, j'ai été menstruée. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Naturellement, qu'on ne m'en avait pas parlé. Pas 9 ans. Dans ce temps-là, c'était 12-13 ans. Et puis là, ça m'est arrivé à l'école et j'ai eu peur. J'ai dit, ma mère va me battre. Puis comment ça se fait qu'il m'arrive une affaire de même? Je comprenais pas qu'est-ce que c'était. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai montré ça à ma mère, naturellement, quand elle m'a battue, elle m'a dit, tu fais jamais les choses pareilles comme les autres, toi. Comme si j'avais fait exprès pour être menstruée. Je ne pense pas d'avoir fait exprès. Et la chose qu'elle m'a dit, qu'elle m'a expliqué, de faire attention aux petits garçons maintenant. Et les petits garçons, moi, j'allais à l'école à Ottoman-Park, c'était une école mixte. J'allais à l'école avec les petits garçons, j'ai jamais eu de problème avec les petits garçons. C'est avec mon père que j'ai jamais eu de problème. Fait que j'ai dit, peut-être faudrait mieux faire attention à mon père en place. Puis elle m'a répondu que si mon père me faisait encore des choses comme je lui avais dit, que c'est parce que je le provoquais. C'était de ma faute, que j'étais une petite vicieuse, une petite putain. Fait que c'était ma réponse à l'âge de 9 ans. Et fait que là, j'ai vu qu'elle ne me sauverait jamais, que je pouvais pas avoir ni confiance à elle ni à lui. Fait que j'ai vu qu'elle était consentante de ce qui arrivait. Je suis devenue la maîtresse de mon père, et puis elle était consentante. Puis elle s'est mise à m'haïr, mais je pense qu'elle m'a toujours haï. C'était... pourquoi elle m'a dit ça, je ne sais pas. Sur son lit de mort, moi, j'ai pris soin même d'elle avant qu'elle meure. Puis j'ai demandé, maman, pourquoi tu m'as dit 7 ans? Elle n'a pas pu me répondre. Fait que là, ça a continué, ces agressions-là, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis, moi, la religion est forte chez nous, hein. Dans ce temps-là, les religions, c'était fort. C'était fait en hypocrite, j'imagine, mais c'était fait pareil. Ça prenait une religieuse par famille ou un prêtre. Et puis, j'avais une tante qui était religieuse, les Sœurs de la Charité à Saint-Hyacinthe. J'ai dit, je vais aller la voir, peut-être qu'elle va me comprendre. Elle était sacristienne. Puis, j'ai allé la voir, elle s'appelait Eva, tante Eva. Puis, j'ai expliqué ce que mon père me faisait. Tu sais, moi, ce que j'expliquais, là, moi, j'étais un enfant, donc, puis je peux pas savoir ça, ces choses-là. On n'a pas de télévision. La télévision est arrivée en 52, là. J'avais 8 ans. J'ai pas vu ça à la télévision. Il y a pas de film porno. Il y a pas rien. Si j'explique tout ça comme ça se passe, c'est parce que ça m'arrive. Mm-hmm. Alors, mais je ne sais qu'on me croyait, mais en hypocrite, on disait qu'on me croyait pas, que j'étais une petite menteuse. Mais ma tante Eva m'a dit exactement la même chose que ma mère dit pas ça à personne. Fait que je me suis aperçu que personne ne pouvait me défendre. Qu'il fallait que je me défende tout seul. Et puis, plus tard,
à la confesse, je suis allée voir le curé de la paroisse à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. On était retourné à Saint-Hyacinthe. Il était mon Seigneur, lui. Et là, je suis rendue à 12 ans. Et je lui explique tout ça. Et puis, il a voulu faire la même chose que mon père faisait. Fait que là, j'ai plus eu confiance en personne. J'ai laissé la religion de côté aussi. Le Dieu de mon enfance, je l'aime pas. Non. Je m'en suis fait un à moi maintenant. Une puissance supérieure. Mais j'ai prié, moi, le bon Dieu, très, très souvent quand j'étais un enfant. Pour pas que mon père vienne dans ma chambre. J'ai prié pour que ma mère soit plus douce. J'ai prié pour tant de choses, mais c'est jamais arrivé. Et jamais arrivé. Fait que j'ai arrêté de croire en Dieu. Et puis, personne ne me croyait non plus. Fait que ce prêtre-là, quand il a voulu me faire la même chose que mon père, là, je suis une petite fille douce, toute douce, mais je suis devenue, avec le temps, avec ces choses-là, une petite fille agressive, honteuse, plein de haine. Je me défendais une affaire, je pouvais battre tout le monde, ça n'avait pas de bon sens. Puis le fameux curé, il mesure à peu près 5 pieds, là, puis il pèse 33 livres, là. J'ai arrangé ça, moi, lui, là. J'ai dit, là, c'est bien vrai, mais dimanche, là, les églises sont pleines, moi, dans mon temps. Dimanche, mec, monte en chaise, je vais le dire à tout le monde ce que t'as essayé de me faire. Il a eu tellement peur qu'il me donnait 15 piastres par semaine pour que je ferme ma boîte. Fait que de 15 piastres, j'ai jamais été à confesse autant dans ma vie que dans ce temps-là. De 12 ans, 14 ans, moi, j'allais à la confesse juste pour les 15 $. C'est bien important. Et puis, il fallait pas qu'il me touche non plus, je viens arracher la tête. Wow. Et puis, j'ai commencé aussi à travailler laver des têtes dans un salon de coiffure, jeudi soir, vendredi soir et samedi toute la journée. J'aimais bien ça, ça me faisait des sous, j'en donnais à ma mère. Là, mon père était parti. Mon père et ma mère se sont séparés, j'avais 12 ans. Et puis, quand ils se sont séparés, ils ont passé à la cour, puis mon père a été arrêté pour refus de pension alimentaire pour les deux petites. Les deux petites, c'est moi et ma soeur. Et puis, il a fait 6 mois de prison. Et quand il a fait 6 mois de prison, moi, je suis allée le voir en prison. Ma mère nous avait défendu d'aller le voir, mais moi, je suis allée. Parce que je me disais, il est pas dangereux, il est rendu en prison, derrière les barreaux, il peut pas me toucher. Puis j'ai été le voir en prison, puis moi, j'avais l'éducation à lui poser. Parce que je savais que ma petite sœur appartenait pas à mon père. Fait que moi, je voulais lui demander j'ai demandé si j'étais sa vraie fille, ou si j'étais sa vraie fille. Puis il m'a dit non, toi t'es ma vraie fille, c'est Lise qui l'est pas. Ben j'ai dit pourquoi tu m'as fait ça alors, si je suis ta vraie fille, on fait pas ça, sa fille. Puis il m'a répondu que Adam et Ève avaient commencé comme ça. Alors moi cette réponse-là a couru dans ma tête presque toute ma vie. Adam et Ève, est-ce que ça se peut Adam avec sa fille, Ève avec son fils? J'ai toujours j'ai pas étudié la religion, puis ça m'intéresse pas non plus, je l'étudierai pas. Mais c'est la réponse que mon père m'a faite. Merci Madeleine. Tabarouette, quel parcours. Moi, ça me frappe à quel point tu as été courageuse aussi de pouvoir affronter le prêtre. Le moment donné, ça déborde, là. Genre, tu sais, à un moment donné, je me dis crème comme aïe aïe, tu sais, le curé qui s'ajoute à ça. En tout cas, c'est quelque chose, hein. Puis en tout cas, t'es vraiment courageuse de l'avoir affronté. Moi, à cet âge-là, je pense pas que j'aurais été capable de l'affronter autant. Puis aussi d'aller voir ton père en prison, c'est pour y parler. Et ça prend tellement de courage de poser ces questions-là avec tout ce que tu as vécu déjà à ce moment-là. Tabarnouche. Je suis impressionnée, là. Je suis vraiment impressionnée. Que tu sois devant moi aussi, je suis impressionnée. avec déjà ce que je connais du peu de ce que tu as pu vivre, là. Tu sais, je sais peu ce que je peux être capable de ressentir par rapport à ce que toi t'as vécu. C'est incroyable. Vraiment tant de souffrances que les êtres humains peuvent porter ou faire vivre. En tout cas, puis elle nous a bien dit, elle a pardonné. Puis là, elle dit qu'en plus qu'elle s'est occupée de sa mère. Ben en tout cas, quelque chose d'extraordinaire et de plus grand que nous opère sur cette vie, sur nos êtres que nous sommes.
si petit. Alors voilà, je termine ça comme ça, puis surtout restez avec nous, restez là pour continuer à écouter Madeleine, et puis on va à la pause en attendant. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais, l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre, et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même, et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Je vais vous dire comment ça marche, notre émission de radio. Alors, nous avons un site Internet. Ce site est unjouràlafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021 et 2022. Ce que vous avez aussi accès, c'est les archives de Partage Radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur toutes les plateformes, alors allez-y avec celle de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire, s'il vous plaît, écrivez-nous. L'adresse courriel est écrite là, sur le site de l'émission, puis on a toujours besoin de vous autres. On a besoin de vos partages si vous vous sentez appelé par le fait de venir faire entendre votre histoire, donner de l'espoir à l'alcoolique qui souffre, celui même qui est nouveau ou pas. En tout cas, on a besoin de vous autres, on aime ça. Nous, vous recevoir ici. On est revenu aux services régionaux, là, au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel. Donc, Madeleine nous racontait sa dure enfance, sa dure adolescence, là, je vais dire ça comme ça, avec des abus sexuels de son père. Puis aussi la maltraitance de sa mère, on va le dire. Hein. Puis donc aussi de ne pas être entendu, de ne pas être cru, de ne pas être aimé à sa juste valeur non plus. Fait que là, elle a tellement de courage. Elle est même allée voir son père là, pour lui demander pourquoi il a agi de même avec elle, parce que pourtant, c'est sa fille, hein. Puis ça, c'est difficile à comprendre, ces gestes-là, là, quand même. C'est même incompréhensible. Je pense que c'est des choses qu'on peut jamais comprendre. Sauf que son explication, c'est Adam et Ève, en tout cas. Toutes les réponses peuvent être données. De toute façon, aussi, on peut comprendre que son père, c'est un homme malade, là, un homme alcoolique aussi. On peut pas espérer des fois que les personnes qui sont pas dans le rétablissement ou quelque chose comme ça, qui puissent nous donner leur juste. Donc, donc Madeleine, ce que je comprends, là, c'est que c'est ça, là, avec laquelle la réponse qu'elle a à vivre avec cette réponse-là. Puis c'est de même qu'elle a terminé la fin du deuxième segment. Madeleine, je te laisse continuer. Vas-y. Alors, on est toujours rendu à 12 ans, mais là, comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler et je continue à aller à l'école. Mais avec ce travail-là, moi, ça m'aide à commencer à boire. Moi, j'ai commencé à boire du cidre de pomme. Je suis dans le coin des pommes. Et le cidre de pomme, je peux vous dire qu'il n'y a pas juste des pommes là-dedans. Ça fonctionne. Fait que moi, je m'achetais le dimanche une cruche de cidre de pomme avec un paquet de cigarettes. Et ma cruche de cidre de pomme, je la buvais dans la journée. Mais le premier verre que j'ai pris, quand j'ai pris ce verre-là, ce que ça m'a fait en dedans, la chaleur que ça m'a donné, je dis, mon Dieu, voilà le remède. Voilà la solution. Mais je n'aurais jamais pensé que ce premier verre, cette solution, deviendrait ce grand problème. Parce que moi, de 12 ans à 62 ans, j'ai bu pendant 50 ans. Ce premier verre a duré 50 ans. J'ai noyé mes peines, ma souffrance, ma haine,
Ressentiment, j'ai tout noyé ça, moi, dans la boisson continuellement. J'ai travaillé et que j'ai travaillé fort pour pouvoir boire. Moi, comme je vous disais tantôt, j'ai fait une serveuse. Alors, je travaillais à pourboire. Alors, c'était pour boire. Et j'en ai bu des pourboires. Fait qu'avec ça, moi, ce qui est arrivé, j'ai pas été la femme que j'aurais voulu. J'ai pas été la mère que j'aurais voulu. C'est sûr que si j'avais pas bu, j'aurais pas été comme ça. Mais si j'avais pas bu, je me serais probablement suicidée à 12 ans. Parce que moi, à l'âge de 6 ans, je voulais mourir, mais je ne savais pas comment faire. J'avais demandé à mon chien, puis lui non plus, il ne savait pas. Fait que, j'ai passé ma vie, moi, à vouloir mourir continuellement. Et c'est ça. J'ai commencé à travailler comme serveuse à l'âge de 14 ans. Et là, c'est ça. Pour un alcoolique, c'est le plus beau métier du monde. Parce que t'as toujours de l'argent. T'es jamais cassé. Tu te dis, je dépense 100 piastres ce soir, c'est pas drôle, mais le faire demain. Fait que c'est de même demain. Fait que tu bois à chaque 24 heures. Moi, pendant 50 ans, ma puissance supérieure a été ma bouteille. Ça a été ma puissance supérieure. Et c'est sûr qu'il y a eu de la souffrance là-dedans, mais ça m'a aidé à oublier aussi. Moi, 50 ans de boisson, c'est beaucoup. Et à l'âge de 15 ans, ma mère a décidé qu'elle me mettait dehors parce que je la comprends. Elle avait fait aussi parce qu'elle aurait peut-être pas vécu jusqu'au temps qu'elle a vécu là. Parce que là, moi, rendu à 15 ans, elle pouvait plus fesser sur moi la grosse, là. La tassant grosse. Puis la grosse, elle a fait peur. Là, c'est moi qui étais la plus forte. C'était plus elle. Fait qu'elle a pas aimé ça. Puis elle m'a mis dehors, puis elle a bien fait. Fait que je me suis en allée, moi, avec ma petite valise à Montréal. Saint-Hyacinthe de Montréal. Moi, je vous parle de ça quand j'avais 16 ans. Alors, ça fait 60 ans de ça. Alors, Saint-Hyacinthe était pas gros comme il est là aujourd'hui. Fait que ça faisait une grande ville pour une petite fille de 15 ans qui connaît rien. Que la seule chose qu'elle a connue, c'est de se faire tripoter par l'autre. Et puis moi, je me suis fait tripoter à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans pour des 2 piastres. Fait que moi, me faire tripoter à 16 ans pour 100 piastres, c'était exactement pareil, ça me dérangeait pas, parce que j'avais plus aucune... Mon corps, moi, pour moi, c'était du déchet. On en avait profité, puis servez-vous, puis achalez-moi pas, allez-vous-en. Fait que moi, quand je suis arrivé à Montréal, naturellement que quand tu bois, t'arrives à Montréal, t'en vas pas à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça t'intéresse pas de visiter l'Oratoire Saint-Joseph, mais pas pantoute. Fait que tu t'en vas d'un hôtel. Fait que je me suis en allé au Chic Lion d'Or. Ça existe encore, mais dans le temps, c'est un trou. T'as tout un trou pour le tout. Puis là, j'arrivais là, moi, puis avec ma petite valise, puis j'ai demandé à la barmaid, pour voir si elle avait besoin d'une motrice. Elle a dit non, ici non, mais seulement je viens de me faire venir une pizza, parce que ça se peut qu'il ait besoin d'une serveuse d'où j'ai fait venir la pizza. Fait que le livreur arrive, puis elle lui demande ça, il dit, oui, on a justement besoin d'une. Le livreur m'a embarqué, puis j'ai commencé à travailler le lendemain. Mais là, moi, j'ai pas d'appartement, j'ai une valise. J'ai juste une valise, c'est tout. Fait que le livreur, lui, il me trouve bien de son goût. Moi, pas ben, mais c'est pas grave. Faut que j'aille une place pour coucher. Fait que j'ai commencé à sortir avec le livreur. Puis le livreur, au bout de 3-4 mois, il me dit, je suis en libération conditionnelle sur une charge de meurtre. Ah bon, tu que je viens de bien tomber. T'as-tu peur de moi? Je dis, non, pas peur de personne. Moi, ça fait pas peur de personne. Parce que moi, je buvais. Moi, quand j'étais à sa brosse, je mesurais à 6 pieds, je pesais 200 livres, puis j'avais pas peur de personne. Je n'ai mangé des bonnes aussi. Mais j'en ai donné aussi. J'ai bien aimé celles que j'ai données. Celles que j'ai perdues, mais je les ai perdues, mais tu viens d'en cadre des fois. Hein. C'est comme les combats de boxe. Et puis, en fin de compte, j'ai fini par avoir un appartement, et ce livreur-là, il est retourné en prison.
Et là, ben, je me suis mis... je travaillais au Antenne Café, c'était un restaurant chinois. En haut, il y avait un club. Fait que moi, quand je finissais de travailler, je m'en allais au club, naturellement. Puis je m'en allais danser. Puis j'aimais ça danser. Puis j'étais une belle fille dans le temps. Et puis, j'ai fini par connaître un bel Italien. Ils sont beaux, les Italiens, dans le bain. Là, je suis rendue à 19 ans. Là, ça fait un an que je sors avec. Et il a décidé, cet Italien-là, qu'il était pour être mon PIM. Il a décidé que je ferais la gaffe pour lui. Aujourd'hui, il appelle ça des proxénètes, c'est plus joli. Mais là, l'Italien, là, ça n'a pas bien marché pour lui parce que j'ai dit... Moi, ça me faisait rien de me faire tripoter, puis ça me faisait rien d'avoir de l'argent, mais l'argent, c'est à moi, c'est pas à lui. Fait que j'ai décidé, puis à un moment donné, vu que je voulais pas, il m'avait mis une gonne sur la tête. Fait que j'ai eu peur, puis j'ai parti. Je me suis en allé à Sorel, et je sais pas pourquoi Sorel. Je voulais pas retourner à mon patelin, je voulais pas retourner à Saint-Hyacinthe. On est rendu à un changement, un virement hein, dans la situation de vie quand même. Ouais, le courage là, c'est faible là, comme mot là, de ce que je viens d'entendre encore de ta vie. Calibine, hein, 15 ans, parti avec sa valise, rendu à Montréal, vit avec des hommes, des toughs, là, des affaires dures, là. En tout cas, je trouvais ça. En tout cas, je suis vraiment à ton écoute. Je suis vraiment très, très, très attentionnée à tout ça. Quelle force de vie, pareil, parce que si elle t'a arrêté de boire à 62 ans, là, ça veut dire, je sais pas quel âge que t'as en ce moment, Madeleine, mais c'est sûr que 50 ans de vie à ce train de vie-là, ça doit être quelque chose, là. Beaucoup de souffrance pour arriver à une délivrance, là, certaine. À un moment donné, c'est sûr, puisque t'es devant moi en ce moment, puis aucunement on voit cette souffrance-là en toi. Quand on te voit maintenant, s'il y a eu du chemin, là, c'est certain de fait. Puis aïe. Colin, hein, qu'il y a des femmes qui en ont vécu des choses difficiles. Ben des hommes aussi, mais là en ce moment, hein, on se parle entre femmes. On va y aller comme ça. Alors on va à la pause. Restez avec nous. Puis j'espère que vous êtes là, que vous écoutez bien, que vous avez beaucoup d'empathie, de compassion pour ça, parce que quand même, hein, faut quand même réaliser que Madeleine a vécu ça, puis elle est pas la seule, hein. Fait que les êtres humains, c'est ça, on a des histoires de même qui sont, j'étais pour dire horribles, là, mais ça l'est pareil. Mais tu sais, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. C'est ça qui arrive aussi. L'alcoolisme est une maladie très grave et puis on a tout ce qu'il faut pour nous en sortir avec AA. Restez avec nous, on va se retrouver tout de suite après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Bien sûr, si tu as besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Et puis surtout, appelle, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'écouter. Et si tu cherches une réunion, toute la liste de nos réunions en présentiel, en Zoom, sur téléphone, on a beaucoup de choix, alors vas-y. Et puis, moi, je vais laisser le temps à Madeleine de nous parler le plus longtemps possible parce qu'il nous reste seulement ce moment pour être à son écoute. Et puis, je suis suspendue à ses lèvres et je vais tout de suite lui céder la parole. À toi, Madeleine, raconte-nous comment ça se passe maintenant dans ta vie. Et là, je suis rendue à mes 20 ans, mais on va passer ça assez vite. Je suis rendue à mes 20 ans quand j'arrive à Sorel. Je m'en vais encore dans un club parce que moi, je bois toujours. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. J'ai aimé cet homme-là parce qu'il était alcoolique, j'imagine aussi, et parce que c'était un homme qui n'était pas un homme qui aimait pas beaucoup la sexualité. Alors moi, ça l'a tellement fait mon affaire qu'un homme m'aime debout plutôt que couché.
Et puis mon mari buvait beaucoup, alors ça arrivait que quand il faisait l'amour, ça en rappelait pas. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, je lui faisais croire qu'on l'avait fait. C'est merveilleux. Fait que j'ai bien aimé mon mari. Et puis il est mort 11 ans après mon mariage, assis sur le fauteuil. Il est mort à l'âge de 40 ans et moi j'avais 30 ans. Et j'ai eu 2 enfants, 2 beaux enfants, que j'aurais voulu aimer autrement. Mais vu mon alcoolisme, mes enfants n'ont pas eu ce que j'aurais voulu leur donner. Matériellement, ils ont eu de tout, peut-être un peu trop, mais je n'étais pas une maman présente, je n'étais pas une mère poule, comme on dit. Non, c'est pas moi, ça. Seulement que je les ai pas maganés, je les ai pas violés, je les ai jamais battus, je les ai aimés à ma façon. Et aujourd'hui, je suis arrière-grand-mère. Et c'est ça. Fait que mes enfants, ben ça va bien. C'est des enfants, c'est 2 grands garçons de 57 et 58 ans, alcooliques, toxicomanes, mais ils font leur vie. C'est leur vie à eux autres et la mienne est autrement. Fait que c'est ça. On a un respect mutuel, c'est le principal. Et là, ben je vais en passer un long bout parce qu'il en reste pas beaucoup. Et moi, je suis arrivée à Alcooliques Anonymes en 2006 parce que c'était la seule issue. Moi, là, ça faisait plusieurs tentatives de suicide que j'avais faites. Il était temps que je fasse d'autres choses. Mais je suis arrivée à Alcooliques Anonymes, moi, en 2 volets. J'ai fait de 2006 à 2014 d'une façon pas vraiment dans le programme. Je faisais l'étape 1, 2, 3 rechutes, 1, 2, 3 rechutes. Je faisais la 11, 12. J'étais pas vraiment dans le programme. Alors, j'ai fait Alcooliques Anonymes comme ça de 2006 à 2014 avec 3 tentatives de suicide. Et la dernière aurait pu être fatale. Je vous dirai pas ce que j'ai pris parce que vous voyez, ben, ça n'a pas marché, là. Mais j'en ai pris. Et puis, c'est une de mes amies qui demeure au 5e étage qui m'a sauvé la vie. Parce que moi, quand j'ai commencé à prendre tout ce que j'avais à la maison, je me suis dit que si ça ne marche pas, que je me jetterais en bas du perron. Je demeure au 6e étage, mais j'ai regardé dehors avant pour voir où était l'asphalte et où était le gazon. Parce que moi, je veux me suicider, mais je veux pas me faire mal. Fait qu'il faut que je tombe sur le gazon. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et ma chum, elle appelait chez nous, je répondais pas, fait que elle est venue voir parce qu'elle a la clé, comme moi j'ai la clé pour aller chez elle. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Fait que j'ai rentré à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis réveillée, je ne sais pas, peut-être 4 jours, 5 jours plus tard. Et j'ai vu que ça va pas l'air normal dans tel hôpital-là. J'ai dit, mon Dieu, que c'est ça, c'est une gang de fous. Fait que j'ai dit à l'infirmier, veux-tu me dire où est-ce que je suis? Il dit, vous êtes dans l'aile psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame. Ah, mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Et c'est là que ça m'est revenu en mémoire que j'avais essayé de me suicider puisque je me suis manqué. Et puis l'infirmier m'a dit, il me connaissait parce que c'est un membre, je ne nommerai pas. Et puis il m'a dit, la prochaine fois, quand tu voudras te suicider, t'achèteras telle affaire, puis tu mets ça dans l'eau, puis 5 minutes après, ton cœur manque parce qu'il dit, c'est à peu près ce qu'on fait pour l'aide médicale à mourir. Fait que je me suis dit, même pour moi, cet infirmier-là, même pas bébé, il veut absolument. Il me donne la recette pour me suicider, tout de suite me donner 45, ça va aller plus vite. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai sorti de l'hôpital, mais j'ai appelé ma chum. Moi, je me rappelle pas, ma chum m'a sauvé la vie, moi, mais ma chum a un char, faut que je vais l'appeler. J'appelle ma chum, j'ai dit, Lina, je suis à l'hôpital. Elle dit, je le sais, c'est moi qui t'ai rentré. Fait que là, c'est là que j'ai dit, ben oui, j'ai essayé de me suicider. Puis là, quand elle est venue me chercher, j'ai en voulu à ma chum. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça, Lina? Moi, il n'y a plus personne qui m'aime, j'aime plus personne, ils n'ont pas besoin de moi, je vais m'en aller. Puis elle m'a répondu, t'as jamais pensé que moi, je pouvais avoir besoin de toi. Parce que malgré ma boisson, beaucoup de personnes m'ont aimé. J'ai pas toujours été maganée comme quand j'étais une petite fille.
Et puis, quand je suis rentrée à la maison, là, j'ai encore dans la tête que je vais me suicider. Ce coup-là, je vais pas me manquer. Puis la recette, je l'ai dans la tête que l'infirmier m'a donnée. Puis moi, je reste dans Hochelaga Maisonneuve, puis t'as pas de misère à avoir du stock dans Hochelaga Maisonneuve. T'as même pas besoin d'aller l'acheter, il t'en offre. Mais quand j'ai rentré dans la maison, je me suis ouvert une bière. Je vais me saouler un peu, mais aller chercher le stock après. Puis là, moi, j'ai ma littérature sur ma table de cuisine. Avant de prendre ma bière, je vais lire une page. Puis j'ai ouvert à Réflexion de Bill à la page 250. Quand tu veux te suicider, puis t'arrives d'une tentative de suicide et tu lis une page de même, je peux dire que ça brasse en dedans. Et ça s'appelle « Prier dans les moments de tension ». Quand je me sens particulièrement tendue, j'allonge mes promenades quotidiennes et je répète la prière de la sérénité au rythme de ma respiration et de mes pas. Lorsque j'ai l'impression que d'autres sont en partie responsables de ma peine, j'essaie de répéter « Seigneur, accorde-moi assez de sérénité pour aimer ce qu'il y a de meilleur en eux, ne jamais craindre ce qu'ils ont de pire. » Cette simple méthode d'apaisement par la répétition que je dois pratiquer pendant plusieurs jours a rarement manqué de me redonner un minimum d'équilibre émotif et une meilleure vision des choses. Et ça a été mon réveil spirituel. J'ai jamais eu soif après avoir lu cette page-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pardonné à mon père et à ma mère. Parce qu'il fallait que je leur pardonne. Parce que tant et aussi longtemps que je leur pardonnais pas, il y avait encore de l'emprise sur moi. Même s'ils étaient décédés, il y avait de l'emprise sur moi. Et ça, c'est vrai, je pense, même avec les personnes vivantes qui nous ont fait mal. Quand on leur pardonne, ils ont beaucoup moins d'emprise. Ils en ont plus du tout. C'est toi qui l'as, l'emprise, et tu l'as sur toi-même. Moi, aujourd'hui, grâce à Alcooliques Anonymes, grâce à ses membres, parce que j'ai des bons amis d'Alcooliques Anonymes, ça se peut pas, des amis sincères que j'ai jamais été aussi choyé, aussi aimé. Quand la soif m'a été enlevée comme ça, moi, ça a été fini, j'ai jamais rebu depuis 2014. Ça, c'est arrivé le 1er août 2014. Ça fait 7 ans et quelques mois et demi. J'ai jamais eu soif, jamais. Seulement que je travaille en ce sens. Je peux vous dire que je travaille en ce sens. Et j'adore le mouvement d'Alcooliques Anonymes. Et je souhaite à tout le monde la grâce que j'ai eue. Parce que je suis heureuse maintenant. J'ai ce que je veux. J'apprécie ce que j'ai plutôt d'apprécier ce que je voudrais avoir. Je vis une petite vie tranquille. Là, je suis arrière-grand-mère d'un petit garçon qui a 16 mois, une petite fille qui s'en vient au mois d'août. Je suis bien, je suis très, très bien. Moi, je souhaite cette grâce-là à tout le monde. Je souhaite la délivrance de l'alcool à les personnes qui sont aux prises avec cette chienne de maladie, parce que c'est une maladie. Et c'est la maladie de l'alcoolisme. Et ça devient ta puissance supérieure quand tu consommes. Puis quand t'arrêtes, quand t'as la grâce comme ça, mais ta puissance supérieure vient t'aider dans beaucoup de domaines de ta vie, mais dans tous les domaines de ta vie. Moi, je m'appelle Madeleine et je suis une alcoolique. Aïe, Madeleine, merci de tout mon cœur. Je parlais au début de cœur à cœur, là. Wow, j'ai été vraiment très touchée, très profondément touchée par ton partage. T'as été super généreuse avec nous aujourd'hui, vraiment. Je suis sûre que tu vas toucher plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui ont eu un vécu semblable ou qui sont capables de s'identifier ou se référer à tout ça. Puis l'espoir est grand. Fait que ce que je pourrais dire à vous autres, si vous êtes à l'écoute avec nous encore aujourd'hui, c'est que c'est tous les miracles qui existent grâce à cette fraternité-là. Le programme des Alcooliques Anonymes est vraiment un fondement. Ça nous donne tous les outils nécessaires pour arrêter de boire puis d'être sous l'emprise,
pas seulement de l'alcool, mais sous l'emprise, comme a dit Madeleine, des gens qui nous ont fait mal dans notre vie, de nos souffrances, de nos dépendances autres, de notre enfance, de tellement de domaines de notre vie qu'on peut se libérer grâce à Alcooliques Anonymes. Merci Madeleine, c'est tellement un beau message d'espoir. Alors, ce message-là, c'est sûr qu'un alcoolique qui souffre va l'avoir entendu, puis va savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je tiens à remercier tous les participants à notre émission, à notre invité, encore une fois, de tout cœur, nos auditeurs, l'équipe, Yvon, à côté de moi, à la console. Merci, Yvon. Les collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une très belle semaine. Revenez nous voir la semaine prochaine. À bientôt. Merci.